Donc voici les réponses de la page 4. Alors d'abord, quelle est la pression au départ de l'expérience? Et là, effectivement, on constate que si vous arrêtez vraiment pile poil au début, on est à 987 hectopascales. Alors petit rappel de ce que c'est un hectopascal. Donc, premièrement, eh bien, 1 pascal, c'est quoi? C'est l'unité de mesure de la pression atmosphérique. Donc, normalement, c'est une notion que vous avez vue en deuxième secondaire, donc en physique. Alors, vous avez vu normalement une autre unité qui est en fait, qui va s'exprimer également en newton par mètre carré. Donc, si on prend la formule, c'est la force sur la surface. Or, le newton, c'est quoi? Eh bien, c'est l'unité de la force. Et on sait que 1 newton, c'est 0,1 kg ou 100 g. Le mètre carré, c'est l'unité de la surface. Et donc, elle va toujours être exprimée en mètre carré. Donc, c'est-à-dire qu'on fait 1 mètre fois 1 mètre. Ça signifie quoi? Eh bien que 1 pascal, ça correspond comme si vous preniez 100 g de farine que vous alliez répartir sur un carré de 1 mètre carré. Voilà. En pression atmosphérique, si on devait parler en pascal, ça ferait des chiffres qui sont vraiment énormes. Et de ce fait, on va toujours parler en hectopascal. Alors je vous rappelle que quand on parle de hecto, par exemple, on sait que kilomètre, kilo veut dire 1000 mètres, hecto, donc ça veut dire 100. Donc hectomètre, ça veut dire 100 mètres, décamètre, 10 mètres, etc. Donc dans ce cas-ci, hectopascal signifie donc 100 pascal. Ça signifie quoi? Ça veut dire que 1 hectopascal, ça va correspondre à 10 000 grammes ou 10 kg qui vont être répartis sur une surface de nouveau de 1 mètre carré. Or, dans la vidéo, on voit que ça correspond à 987 hectopascales. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 987 hectopascales, ça correspond, si tu devais tracer par exemple un carré de 1 mètre sur 1 mètre au sol, c'est comme si on avait donc 9870 kg d'air qui vont être répartis uniquement sur ce mètre carré. Et donc ça montre avec quelle importance on a quand même une pression très très importante qui va s'exercer par exemple dans notre corps. Alors, deuxième question, est-ce que la sonnerie du réveil est-elle audible au début de l'expérience? Donc si je la mets en route, on l'entend bien, mais elle est très vite masquée par le bruit de la pompe à vide. Donc effectivement, oui. Alors pourquoi la pression diminue-t-elle dans la cloche? Simplement parce que justement, le but de cette cloche à vide, c'est vraiment d'aspirer l'air pour enlever toute l'air qui se trouve dans la cloche. On vous dit ensuite, à 76 hectopascales, la quantité dans la cloche est minime. Peut-on encore entendre la sonnerie du réveil? Alors ici j'ai mis non. En fait, on peut encore l'entendre vraiment très faiblement. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'entend très faiblement? Simplement parce qu'en fait, vous avez encore 76 hectopascales dans la cloche. Donc ici, si on retrouve là, ici, voilà, on est à 76. Voilà, et on peut vraiment l'entendre très faiblement. Alors que se passe-t-il quand on va remettre l'air dedans? Voilà. On entend effectivement qu'on va entendre de plus en plus le réveil jusqu'au moment où l'air est entièrement rentré dedans. Donc, effectivement, que se passe-t-il quand l'air entre à nouveau dans la cloche? Eh bien, la sonnerie du réveil est à nouveau audible. Alors, on vous parle de l'onde sonore qui est donc une onde mécanique. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, simplement qu'il faut de l'air, donc de la matière pour pouvoir se propager. Donc, dans le vide, puisque effectivement, ça s'appelle une cloche à vide, on a enlevé toute l'air, ce qui fait que le son ne peut plus utiliser l'air pour se propager. D'où l'importance de cet air et donc de cette matière. Ça, c'est vraiment important.